On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Lui, il représentait l'Impact. Il avait pris ses photos de mariage au stade. Je pense qu'il n'y a pas plus tatoué sur le cœur que ça. Pardon. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est difficile. Tous ceux qu'on voulait être comme Impact, c'était Jason. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Au fond des filets, épisode 6. Olivier Brett en compagnie d'une légende. Je le sais que t'aimes pas ça, utiliser ça pour toi-même, mais je vais l'utiliser pour toi. Nick DeSantis, comment ça va? Ça va bien, merci. Tu te présentes comment maintenant? J'ai posé la même question à Marinette Pichon la semaine dernière, mais tu sais, ton background est quand même assez varié. Sur ta carte d'affaires, mettons que tu en as une à faire, t'écrirais quoi? J'ai pas de carte d'affaires, mais je me considère comme un consultant technique. Consultant technique? Oui. Consultant technique avec la Super Ligue du Nord qui s'en vient d'ailleurs. On va en parler tout à l'heure. Je vais commencer parce que je parle de légende. Tu as gagné les 3 championnats de l'Impact de Montréal. On va laisser les championnats canadiens de côté, même s'ils sont importants aussi. Tu en as gagné un comme joueur. Tu en as gagné un comme coach. Tu en as gagné un comme dirigeant. Tu es le plus fier duquel des 3? Je pense les 3, ils ont quand même une importance. Là, je joue pas les politiciens. Non, je le sais, mais regarde, comme joueur, tu veux toujours gagner. La plus difficile, c'est toujours pour moi, c'est l'entraîneur. Ouais. Comme entraîneur, pourquoi? Parce que quand même, tu es en train de gérer un groupe de joueurs, tu es en train de gérer tellement de choses, la pression qui va avec, et tu peux contrôler certaines choses. Alors pour moi, cela en 2004 comme entraîneur, je pense qu'il y a une significance assez importante, mais les 2 autres aussi ont été très importants. Je me souviens pas. Étais-tu arrivé en cours de saison en 2004 comme entraîneur? Non. T'étais là du début de l'année? Oui. En 2003, juste après la saison, Bob Lilly, il était supposé de retourner avec l'équipe. Et je me rappelle bien parce que après la saison, je partais toujours en Italie. Et cette année-là, j'étais avec Enzo Concina en Italie. Et j'ai reçu un appel de Joey. C'était le mois d'octobre, mi-octobre, quelque chose comme ça après la saison. Et Joey me dit, regarde, je pense que Bob Lilly ne retourne pas. Et je pense que tu devrais être entraîneur de l'équipe. Moi, dans ma tête... Attends. Tu devrais ou tu vas être l'entraîneur de Oui, l'équipe? oui. Je me rappelle pas comment il l'a mis, mais il m'a offert cette poste-là. Et là, quand je suis parti en Italie, j'étais joueur. J'étais encore joueur. Et je m'attendais pas à ça. Et chanceux que j'étais avec Enzo, parce que Enzo, dans ces jours-là, il m'a fait réaliser que ma carrière comme joueur, ça venait... à sa fin. Mm-hmm. Et... Avais-tu déjà décidé que tu prenais ta retraite? Non. Wow, fait que c'est ça qui t'a envoyé à la retraite. Oui, parce que je voulais jouer encore. T'avais quel âge? J'avais 34. Wow, Oui. Pour coacher quand même, c'est jeune. Oui. C'est pour ça que j'étais dans une position où je ne savais pas quoi faire, mais Enzo m'a dit, ça c'est une opportunité. Il y a le président, propriétaire qui t'offre cette poste. Et ça peut te préparer pour ton après-carrière. Mm-hmm. Et je pense que ça m'a aidé beaucoup pour cette décision-là. Et cette année-là, on avait une équipe où il y avait un très bon noyau de joueurs. Et on a ajouté des pièces importantes. Et on a été capable de gagner le championnat. Mais là, je viens juste d'allumer là-dessus, Nick. Valerio Gazzola arrive en 94, après un autre coach qui était là Oui. en 93. Oui.
toi, tu arrives en 2004. C'est toujours un coach qui est à sa première saison parce que Marc est à sa première saison en 2008 aussi. Qu'est-ce qui explique ça? Parce que d'habitude, tu t'attends à ce que quelqu'un, au bout de parler d'un coach qui reste 2-3 ans à l'Impact de Montréal, ça c'est un autre dossier, là, mais on pourra en reparler tantôt. Mais tu te dis, tu pars un cycle, tu prends 1 année, 2 années, peut-être qu'à la 3e, là, tu es rendu à la fenêtre pour être performant. Pourtant, vous l'avez fait à votre première année. Y a-tu quelque chose qui a de la valeur dans la fraîcheur à cette époque-là d'un coach? Mais regarde, je pense que des deux côtés, avec cela de Valerio, c'est drôle parce que 93, l'Impact commençait et il y avait Eddie Firmani comme coach. Mm-hmm. Et même là, il a décidé, pour raison personnelle, qu'il partirait. Et Valerio, il est rentré. Une chose que je peux dire, que l'attachement d'un entraîneur local, c'est très différent d'un entraîneur de l'extérieur. Mm-hmm. Ils comprennent tout de suite la ville, la culture, la province, les joueurs autour. Le club. Le club. Oui, le club, mais son attachement au niveau de prêt à souffrir, prêt à reconnaître que c'est pas facile, que les choses ont été toujours difficiles dans le soccer pour que ça grandit. Mm-hmm. Alors, toutes ces choses-là, avec un bon noyau de joueurs, parce qu'à la fin, les championnats qu'on a gagnés, c'était toujours à cause d'un noyau de joueurs locaux qui étaient tellement attachés au maillot, qui étaient tellement attachés à la ville, à la province. Et ça donne que les joueurs de l'extérieur qui venaient, tout de suite, ils comprennent. Ils ressentent tout de suite cette importance. Et ça, c'est tellement important avec les joueurs de l'extérieur. Alors, pour nous, comme tu as dit, si on commence à penser le succès de l'Impact de Montréal, c'était toujours avec des joueurs locaux. Des entraîneurs locaux. Ah oui, parce que même Wilfred, en 2022, c'est une saison record, mais c'est un gars de la place. Là. À 100%. Wilfred, Mauro, Biello, avec son succès qu'il a eu avec l'Impact aussi. Alors, c'est tous des entraîneurs locaux. Alors, il y a une raison pour ça, parce que c'est pas juste 1 ou 2 entraîneurs. Non, c'est Et je pense que ça, c'est quelque chose que... c'est drôle, parce qu'à la fin, quand on passe aussi à cette nouvelle équipe de filles professionnelles, et c'est sûr qu'avec tout le travail qui a été fait pour choisir un entraîneur, je pense un des éléments les plus importants, c'était que l'entraîneur local, avec tous les succès que l'Impact a eu avec ces entraîneurs-là, je pense que ça a aidé à Marinette et au club de prendre cette décision. Ça fait quoi, 5 ans maintenant que tu es parti du club? Oui. Est-ce que ton sentiment par rapport à ton départ a évolué? Parce que c'est une décision que tu n'avais pas prise rapidement. Tu y as réfléchi longuement. Tu as senti que c'était le temps de quitter après... Tu as passé 26 ans au club? 26, oui. Est-ce que ta position par rapport à ce moment-là a évolué? Comment tu te sens maintenant, 5 ans plus tard? Oui, je me sens beaucoup mieux. Oui, ça m'a pris du temps de... Même quand je suis parti, on avait parlé de ça. 6 mois avant, j'ai commencé à sentir déjà que... Quelque chose s'en venait. Oui, qu'il fallait préparer mon départ et tout ça. Et je me ressentais plus le même dans le club. Alors... Concrètement, ça veut dire quoi, ça? Mais regarde, que ça veut dire que ça se voyait, ça se sentait que... T'es plus invité dans des meetings? Je dis n'importe quoi, là? Non, des discussions? mais des petites choses. Tu sais, quand tu passes... C'est ta maison, là. Ouais. Et quand tu sens que t'es plus... t'es plus le même en rentrant dans la maison, ça devient compliqué. Et je me rappelle que à la fin, il y avait des jours où j'allais me stationner au centre Nutrilait, puis j'attendais dans la voiture, puis je me disais, est-ce que je rentre ou je retourne à la maison? Et je retournais à la maison. Alors là, ça m'a fait comprendre que c'était le temps de partir. OK, ça, je trouve ça intéressant parce que j'ai toujours interprété ces 6 mois-là, quand on en avait parlé, comme l'environnement autour de toi qui avait changé envers toi.
plutôt que ton sentiment qui avait changé aussi envers ta présence sur place. Donc, c'est toi qui disais aussi, ben, je fais quoi ici? Je sers à quoi aujourd'hui? Puis la réponse était même des fois, je sers à rien, donc aussi bien rentrer à la maison? Oui, je pense que quand il y avait ce changement aussi avec le nouveau président Kevin Gilmore et tout ça, et on s'est assis avec lui et lui, il m'avait parlé de l'importance que il voulait de moi autour du club. Mais à la fin, je voyais que les choses allaient dans une différente direction. Et je voyais aussi que tout ce que moi, je pensais que ça aidait le club au niveau de une grande représentation d'une personne qui a tout fait dans le club. Et aussi, quand j'ai vendu le club aux joueurs, aux entraîneurs, c'était facile pour moi de le vendre. Et les joueurs, ils ressentaient ça parce que je pense que le travail qui a été fait avec tous ces joueurs de l'extérieur qui sont venus ici et de les responsabiliser envers le club, c'est quand même un grand travail derrière ça. Je vous donne un petit exemple. L'année passée à Toronto, quand j'ai vu que c'était, je pense, soit Insigne ou soit Bernardeschi qui vont publiquement contre l'entraîneur, contre Bradley. C'était Bernardeschi après un match à Austin. C'était Bernardeschi, oui. Et là, tout de suite, j'ai pensé, imagine qu'ils ont dépensé tellement d'argent sur ces joueurs-là. C'est 20 millions à peu près pour les deux. Et si lui, il a décidé de faire ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de travail derrière du club en leur faire comprendre que ce monde ici, moi j'ai des responsabilités, ils m'ont amené ici, c'est qui les personnes qui m'ont amené, le travail qu'il a fait derrière ça, parce que moi j'imagine soit une Drogba, soit une Piatti, soit une Divayo, mais soit n'importe quel joueur qui fait public. Moi je le prends personnel parce que je me dis tout de suite, avec tout le travail qu'on a fait, les responsabilités que vous avez, on a fait tellement de démarches avec ta famille et tout ça, et vous faites quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est les choses que moi, je prenais beaucoup de fierté parce que les joueurs, le monde, ils ressentaient tout de suite qu'est-ce que ça valait pour moi, cette club. Tu parles de Nacho Piatti. J'ai posé la question à Frédéric Laure la semaine dernière ici Au fond des filets. Je suis pas mal certain que toi, tu vas avoir la réponse. Tu connaissais assez bien Nacho Piatti. Tu connais encore très bien Nacho Piatti. Lui as-tu parlé, d'ailleurs, à son dernier passage oui, à on moi? s'est rencontrés plusieurs fois pour un café et tout ça, oui. Es-tu propriétaire du café San Simeon à ce stade-ci? Non, pas vraiment. Non? Non. Mais écoute, t'es un personnage légendaire là aussi, là. Oui, les matins... La personne la plus high profile que tu as rencontrée là, mais qu'on n'a jamais su que tu as rencontré là, c'est qui? Je peux pas te le dire. Au moins un, là. Pensez-y que tout le monde est passé à travers ce café-là. OK. Est-ce que José Mourinho est allé? Non. Non, j'ai ça. Non. Ben, là, j'ai essayé de voir qui est passé par Montréal, mais aucun lien avec le CF Montréal ou l'Impact. Non, Nacho Piatti, je disais à Fred, je trouve ça ironique à quelque part parce que le poster qui a été donné à tout le monde, j'étais là avec ma fille pour le match où Nacho a été apposé au mur de la renommée. La photo principale, parce qu'il y a plusieurs images de lui qui marquent des buts, c'est lui avec les oreilles comme ça qui célébrait. Ça, c'était pour avoir un autre contrat, right? C'était à ce moment-là où il est en train de dire « Regardez-moi, puis écoutez ». Oui, c'était pas d'avoir un autre contrat, mais c'était la façon que je pense les négociations allaient. Se passer. Pour moi, c'est encore une fois, moi j'étais dans une position où, oui, tu as une responsabilité au niveau commercial, business, financier. Mais moi, j'étais attaché au club, j'étais attaché à l'équipe, j'étais attaché aux joueurs. Est-ce qu'on pouvait vendre Nacho Piatti à 100%? Et qu'est-ce qui est arrivé avec cette histoire-là de Boca Junior? Moi, je n'ai jamais entendu parler. Oui, mais il y avait un moment, moi, à la fin, je voulais montrer la valeur de Nacho. Et on avait différentes offres sur la table. Et pour moi, dans ma position, c'est pour ça que quand je pense ma position, pas tout le monde connaissait ma position parce que... C'était difficile à comprendre. Ton titre a changé une couple de fois. À 100%. Et ça, c'est les choses qu'aujourd'hui, ça m'ennuie un peu. Mais
sais, c'était pas moi le gars qu'il fallait penser, ah, Nacho, on peut le vendre à 7 millions de dollars, on va faire de l'argent et tout, ça va aider le club. C'était pas la philosophie du club à l'époque, de toute façon. C'était pas la philosophie, mais il y avait ces discussions-là. Mais pour moi, c'était plutôt... Pour moi, Nacho, c'était le meilleur joueur qui a joué à l'Impact de Montréal. C'était un des meilleurs joueurs de la Ligue. Et pour moi, je ressentais qu'est-ce que la foule ressentait, le public. Mhm. Tu sais, j'aimais le voir jouer à Montréal. Alors, tu sais, ça, c'était un défaut, ça se peut. Parce que moi, je ne voulais pas le voir partir. Mhm. Et là, les négociations dans ce moment-là, pour moi, ça devait être une célébration. Mhm. Parce qu'on avait un des meilleurs joueurs de la Ligue. De ce qu'il avait fait jusque-là. Qu'est-ce qu'il avait fait jusque-là? Et il y avait Giovinco à Toronto qui gagnait 8 millions de dollars. C'est vrai. Alors là, pour moi, c'était plutôt... Ça devait être une célébration où le joueur doit se sentir on top of the world. Mhm. Tu sais, c'était pas comme ça. Et là, je pense qu'il y avait des frustrations. Et là, vraiment, tu sais, nous, on avait peur qu'il allait aller dans l'autre direction et dire, tu sais quoi, les gars, je m'en vais où? Vous voulez que ça se passe comme ça? Mais je vais jouer à 50%. Tu sais, on avait peur de toutes ces petites choses-là et je pense qu'il y avait un grand travail fait par le staff, par le club pour le tenir toujours et les joueurs aussi parce que les joueurs, crois-moi que quand tu penses aux joueurs qu'on avait d'un certain niveau, et ils savaient que c'est Nacho le gars. Ben ouais. C'est Nacho le gars qui va nous faire gagner des matchs. Et ça, déjà là, ça a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Finalement, Nacho n'a pas joué à 50%, il a joué à 200%, puis ça a coûté un petit peu plus cher, finalement. Je te fais pas rentrer dans ces... Oui. Ben, tu peux y aller. Ça a coûté plus cher, au final, d'avoir attendu. Oui, ça coûtait plus cher, mais à la fin... Pas qu'il valait pas ça, là. Oui, Ouais. oui. Mais c'est normal que tu te mets dans des positions où, tu sais, son agent aussi, c'était pas facile parce que... Mais c'est normal. Puis toi, tu étais pris entre l'arbre et l'écorce oui. parce que oui. tu avais une relation avec Nacho Piatti, mais tu as Joey de l'autre Oui. bord, je présume, qui dit Oui. Hey, parle à ton gars pour qu'il accepte Oui. quelque chose qui fait du sens pour tout le monde. Oui, oui, oui. Oui. Moi, Ça, c'est le fun, cette place-là? je devais gérer les deux côtés. Et je pense que j'avais une responsabilité envers Joey, toujours comme ça. Mais je le sais aussi avec Nacho pour la personne qu'il était, pour le joueur qu'il était, qu'est-ce que le public voulait. Drogba, maintenant. Comment ça se passe la première fois où vous découvrez, où vous apprenez que, attends une minute, il est disponible, puis parce qu'il passe par Chicago, techniquement, avant qu'il y avait les droits de découverte sur Oui. lui. Mais là, vous dites, mais on peut l'avoir ici à Montréal. Ce moment-là, ça se passe comment? Puis toi, tu réagis comment? Oui. Alors, moi, je croyais beaucoup de bâtir des relations. Tu bâtis des relations avec des joueurs, des agents, des clubs, la Ligue. Et il y avait toujours, pour moi, le VP de la Ligue, Lino Di Cuolo. Lui, il gérait beaucoup tous les grands contrats, les DP et tout ça. Et il aidait beaucoup à travers la Ligue au niveau des grands contrats, le cap salarial et tout. Et un jour, il m'appelle et il me dit, regarde, il y a Drogba qui... Chicago, ils ont ses droits de découverte, mais est-ce que vous serez intéressé? J'ai dit, mais oui, on serait intéressé. Puis ça, c'est pourquoi? Parce qu'il sait que Chicago ne voudra pas le payer ou ne voudra pas le prendre? Non, parce que les c'est pas un bon fit négociations, pour les la Ligue? négociations avec Chicago, même pas les négociations, mais les premières discussions avec Chicago, je me rappelle bien parce que l'agent de Drogba, quand j'ai eu la discussion avec lui, et je te reviens, on va revenir à cette discussion-là, mais alors, Lino m'appelle, il me dit, est-ce que vous aurez un intérêt? Je dis oui, mais je vais parler avec Joey et tout. Alors, j'appelle Joey et je dis, Joey, regarde, je pense qu'il y a une ouverture pour Didier Drogba. Est-ce qu'on serait intéressé? Il me dit oui, à 100%.
informe-toi pour les détails et tout. Alors, moi, je me dis, j'ai dit est-ce que je peux appeler Lino? Lino, regarde, est-ce qu'eux, ils sont ouverts à me parler? Moi, qu'est-ce que je voudrais faire? Si Didier, il est ouvert, moi, je veux lui vendre le côté sportif au niveau du club et tout ça. Alors, j'ai réussi à avoir cette discussion avec Didier, mais avant ça, je parle à l'agent. Alors, Lino, il me fait contacter l'agent et lui, tout de suite, il me commence à parler de... Eux, ils ne savent pas qui on est. On parle de Didier Drogba. Chicago. Ouais. L'agent, oui. Ouais. On parle de Didier Drogba, de nous traiter de cette manière. Alors, moi, tout de suite, j'ai compris, OK, parce que il y a des règlements, parce que, oui, on veut l'avoir à un bon prix et tout ça. Alors, j'ai dit... OK, j'ai dit, regarde, on va recommencer tout ça. Nous, on a un grand intérêt en Didier. Je pense que ça serait un très bon endroit pour lui. Au niveau des négociations aussi, il y aura le président Joey qui va vous parler aussi. Mais je vous assure que nous, on veut faire de tout, dans tous les moyens pour Didier qu'il soit confortable ici. Avant tout, est-ce que je suis capable de parler avec Didier? Je veux essayer de lui vendre le côté sportif du club et tout ça. Puis juste pour mettre les gens en contexte, un Didier Drogba, là, tu prends pas le téléphone puis tu appelles Didier direct. Si je me souviens bien, il y avait une personne des coms qui habitait à Londres à travers laquelle il fallait passer si on voulait des entrevues quand il est allé à Tout le monde en parle. Donc, il faut presque que tu passes un ou deux gatekeepers avant de lui parler à lui directement. Oui, mais c'est normal parce qu'il faut comprendre, c'est Didier Drogba, tout le monde veut lui parler. C'est comme Thierry Henry. À 100%. Alors, l'agent, tout de suite, on a eu une très bonne discussion où il s'est calmé et quand même... Mais c'est normal aussi, nous, tout de suite, j'ai dit, nous, on est un club très humble et juste de penser que Didier Drogba pourrait être à Montréal, pour nous, ça va être extraordinaire. Alors déjà, les discussions avec l'agent, on s'est calmé, puis on a commencé à parler. Il m'a donné l'opportunité de parler avec Didier. Quand j'ai parlé avec Didier, c'est sûr que pour moi, c'est un honneur. Et avant tout, de lui féliciter de tout ce qu'il a fait au soccer à travers le monde et l'idole qu'il était partout au monde. Et après, je lui ai vendu le projet. Je lui ai vendu le projet que, Montréal, ça représentait la langue française, ça représentait une culture québécoise, mais ça représentait une grande diversité. Une grande diversité avec toutes les ethnies partout dans le monde. Alors, il était africain, français, anglais, il était en Angleterre. Il a dit, je lui ai dit, tu vas ressentir tout. Notre stade est en ville, parce que je voulais lui faire comprendre que même à Chicago, dans ce temps-là, le stade était à 1 heure. Toyota Park. Complètement dehors de la ville. C'est pas... Maintenant, pour les gens qui ne le savent pas, le Fire de Chicago est revenu au Soldier Field, qui est au centre-ville, mais on était beaucoup plus loin en banlieue avant. Mais beaucoup plus loin. Et le monde qui allait à ces matchs-là, c'était le monde autour de ce stade-là. Ouais. Alors, tu ne ressentais pas vraiment la ville, là. Et ici, je lui ai dit, regarde, tu vas voir à Montréal, dès que tu débarques à Montréal, tu vas sentir tout de suite cette énergie culturelle, cette culture d'une province, d'une ville, mais c'est très international. Alors, on était à quelle période de l'année? En mai? En juin? Parce que tu dis tout ça, puis je vois le bon vendeur que t'es, Nick DeSantis, parce que sportivement, après la Ligue des champions en 2015, ça allait pas bien, là. Avant que Didier débarque, Frank Lopas est remercié. C'est toi d'ailleurs qui as eu la tâche ingrate, si je me trompe pas, de lui annoncer. Monroe le remplace. Je pense que le fait que ce soit Monroe, il y a eu comme un vent d'enthousiasme. Tout le monde était heureux pour lui. Puis finalement, le timing de l'arrivée de Drogba, c'est une tempête parfaite. Mais sportivement, c'était un peu mince comme résultat ou comme projet sportif à présenter. Oui, alors je pense que Didier, quand il est rentré, Frank, il était encore l'entraîneur. Je pense que oui. Ouais, c'est une question de jour. Mais c'était une question d'une semaine ou quelque chose.
Et déjà là, on a commencé à voir ces discours. Regarde, pour moi, lui, c'était, moi, je veux aller en MLS, OK? C'était à décider où. Et je pense qu'au niveau sportif, au niveau culturel, je pense qu'il avait compris qu'à Montréal, ça aurait été quand même un bon choix. Mhm. Et c'était le cas parce que lui, d'un côté, quand il est débarqué, je me rappelle À parce l'aéroport. qu'on était à l'aéroport, puis C'est la moi folie. aussi, j'étais pris de dire ça se peut pas. Tu sais, on Même est- toi, ça t'a surpris? Oh oui. Ouais. Oui, oui, oui. Ça m'a surpris, pas au niveau du monde, mais au niveau de quelque chose de différent. Ça sentait plus européenne, mondiale Mhm. que juste québécois. Mhm. Parce que tu vois toute la diversité Ah ouais. ce jour-là. T'avais les fans africains, ivoiriens, t'avais les fans Nos ultras. de Il y avait- Marseille, les fans il y avait- du club, il y les fans de avait- Chelsea. Il y avait tout. Et tous ceux qu'on a vendus, je pense qu'ils étaient comme présents dans différents moments. Et là, pour nous, tu sais, en allant vers le match, tu sais, moi j'avais des frissons. Avec les ultras qui chantaient. C'était électrique. Et aujourd'hui, quand je parle au monde, qu'est-ce que Didier a fait dans ces premiers 6 mois-là? C'était quelque chose, lightning in a bottle. Hey, c'est quand même ironique. J'ai pas travaillé ce match-là. Je me souviens, j'étais dans un chalet dans le Nord chez des amis à qui j'ai fait prendre un abonnement de TVA Sport juste pour ce match-là parce que c'était pas le premier match de Didier, mais le premier départ de Didier. J'avais jamais fait le lien. C'était contre le Fire Oui. qui en a planté 3 en Oui. plus. Oui. Hey, votre satisfaction après ce match-là, quand Oui. il y a un des 3 buts qui aurait jamais dû être un but. Là, l'arbitre a eu peur de donner une faute, puis je pense qu'il a fait une mais prise ça de lutte. joue aussi parce que, regarde aujourd'hui à Miami, Messi, c'est quand même le meilleur. Mais c'est normal quand tu as une grande vedette. Il y a plus de latitude. Mais c'est normal. C'est Mhm. normal parce que les pressions et tout ça, ça va partout, là. Et un arbitre, c'est Didier Drogba. Alors, ça aide dans tous les domaines. Jimmy Briand 2018. Avant de rentrer dans ces détails-là, si tu en as envie, si ça fonctionne, qu'est-ce que ça change pour l'Impact de Montréal? Mais les séries, Mais ça change pas. J'ai l'impression que c'est une trajectoire qui change encore plus loin. J'ai même l'impression que peut-être ta trajectoire change. Peut-être que Joey part pas de la... Tu sais, j'ai l'impression que c'est un moment bascule, un point de bascule dans l'histoire du club. mais regarde, je pense que c'est un moment. C'était encore une fois le mois de juin, puis c'était pour Mhm. le mercato d'été. Et je pense que Jimmy, au niveau de qu'est-ce qu'on avait besoin dans l'équipe, c'était avec Rémi. Mhm. Je pense que c'était l'attaquant parfait. L'attaquant parfait parce que les choses allaient bien pour lui en France aussi. Et vraiment, c'est vraiment dommage parce que on était vraiment dans les détails, dans les petits détails. Et c'est dommage que ça tournait comme ça parce que, encore une fois, est-ce que ça te garantit de quelque chose? Non. Mais je pense que pour tout le monde, parce que pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour le club, pour le stade et le public, ça aurait changé beaucoup de choses. Parce qu'à l'inverse, au lieu de vivre l'arrivée d'un joueur qui aurait pu changer la trajectoire au minimum de la saison, peut-être du règne de Rémi Garde aussi, ça a été de la mauvaise presse. C'est comme si au lieu d'aller complètement à l'est, on s'est retrouvé complètement à l'ouest. Il y a eu beaucoup de discussions à l'époque. Je ne sais pas à quel point tu veux rentrer dans les détails de cette discussion-là, mais peut-être de manière plus générale, tu as des liens avec beaucoup d'agents. La demande la plus folle qu'un agent vous a faite à l'époque où tu négociais avec des joueurs pour venir à Montréal, c'était quoi? Non, il n'y en avait pas beaucoup. Parce que c'est la MLS et il y a des règles ou parce que c'était votre expérience? Non, parce que pour moi, je pense que tous les agents qu'on a fait affaire, comme je vous ai dit avant, tu bâtis une relation. Mhm. Moi, beaucoup d'agents on a travaillé ensemble. Et je me rappelle, même avec Jimmy, c'était une jeune Sendor. Je me rappelle son nom parce que on est toujours encore en contact.
Puis j'avais bâti une relation avec lui. Et moi, je le savais. Son agent? Oui. C'est le nom de son Mais agent. c'est lui qui représentait Jimmy à travers ces discussions-là. D'accord. Il vivait en France. Il est venu ici à Montréal à nous rencontrer et tout. Et on avait bâti une relation. Et moi, tu sais, un agent, quand tu bâtis une relation, il te donne un peu plus de leeway. Mhm. Mais tu dois reconnaître toujours que lui, de l'autre côté, il a son joueur. Et moi, je savais ça. Et regarde, à la fin, avec Jimmy, si je me rappelle bien, les détails sont venus à une auto et un appartement. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà dans mon budget. Je l'avais dans le budget parce qu'avec le montant général que j'avais, Tu t'étais gardé un 10% de perte. c'était même pas une perte, c'était parce que je le savais qu'à un certain moment, parce que les Européens, les Sud-Américains, pas autant les Sud-Américains, mais les Européens, quand ils viennent, c'est auto, c'est appartement et tout. Alors, tu sais, je me calculais toujours cette somme-là et je le prenais à côté de la somme que j'avais Mhm. totale, disons, sur un salaire et sur tout ça. Et je savais que Sandor, à la fin, allait revenir à la fin, parce que quand tu négocies un contrat et tu es à la fin où tu le sais que lui, Tu l'as, là. tu l'as et lui, il ressent, on a le joueur, On peut demander un peu plus. il va te revenir avec quelque chose. C'est sûr, parce qu'il va te dire dans sa tête, mais non, ils vont pas dire non à, ça. À ce stade-ci. Exact. Mais là, c'est quoi? Il a demandé une Ferrari puis un penthouse? Non. Mais pourquoi ça fonctionne non. pas? Non, parce qu'à la fin, pour moi, to get over the line, the line, c'est compliqué. Ouais. Je vous dis ça. Et des fois, on comprenait pas ça, que c'est compliqué. Et ça peut prendre... Moi, je disais toujours, j'ai un accord verbal. Mais Ça commence. un accord verbal, tu te sens bien parce que tu es en train de négocier avec quelqu'un que tu as bâti une confiance, une relation, ou même lui, il doit sentir si on dit non, c'est fini cette relation. Alors, tu sais, ça, c'est des choses que ça fait partie de la négociation et tout ça. Et je pense que on s'est mis dans une position où c'est 3, 4, une semaine de plus que ça pourrait prendre. On s'est mis dans une position de take it or leave it. Et là, Ça change la dynamique. ça commençait à changer la dynamique de les négociations et tout ça. Parlant de changer de dynamique, je t'avais reçu, je pense que c'était pas longtemps après ton départ du club, puis j'avais vraiment été intrigué par ta réponse sur le passage de Jesse Marsh. Puis j'avais trouvé que ton recul sur cette situation-là était super intéressant. Il y avait beaucoup d'introspection aussi, parce que tu m'avais dit, puis corrige-moi là, s'il y a quoi que ce soit que je dis qui est faux, tu m'avais dit, ce qu'on voulait en 2012, quand ce gars-là est arrivé, c'était sa première vraie expérience de coach, c'était être compétitif. Quand on a vu qu'on est devenu compétitif, on a un peu changé la cible. On en a voulu plus. Je ne sais pas concrètement ce que ça veut dire dans votre quotidien, mais en gros, vous avez commencé à peut-être presser le citron un petit peu plus, mettre un peu plus de pression parce que vous avez senti qu'on pouvait peut-être accomplir encore plus. Et c'est là que ça a dérapé un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on a appris que Jesse Marsh revenait, parce que c'est une question de jours, là, on l'oublie, là, ça fait 12 ans. Quelques jours plus tard, finalement, Jesse Marsh s'en va. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez changé votre fusil d'épaule ou est-ce que c'était pendant la saison, puis là, vous vous êtes rendu compte que la dynamique qui s'était installée pendant la campagne faisait en sorte que 2013, ce serait pas possible? Oui, avec Jesse, regarde, je pense notre inexpérience dans une Comme club. Major League, comme club, un peu l'inexpérience de Jesse aussi. Comme tu as dit... Puis c'est pas un gars qui a la langue dans sa poche, là, Jesse, non, il a des opinions. non, mais regarde, moi, j'ai eu des bonnes discussions avec lui parce qu'on est toujours en contact. Et moi, une chose, je lui ai dit, la première fois que je l'ai revu,
ou la première fois que j'ai parlé avec, j'ai dit, Jesse, je me rappelle, j'oublie jamais les premiers mots que tu avais dit. J'étais dans le bureau avec moi, lui et Joey. Mhm. Et lui, il nous a parlé de les responsabilités qu'on avait comme dirigeant et comme président. Lui, vous avez Oui. presque recadré là-dessus ou cadré. Oui, mais regarde, mais je pense parce que j'ai ces discussions aujourd'hui comme consultant avec différents environnements de dire un président, il a des responsabilités. Il a des responsabilités en quand venir dans un vestiaire, Mhm. quand venir lancer un message, quand il faut rester à l'écart. l'extérieur. Tu sais, moi, on se regardait puis je disais, oh boy, est-ce que ça part d'une mauvaise... Il était presque en train de vous dire comment faire votre job un peu. Oui, d'une certaine manière. Ouais. Mais Olivier, il avait pas tort. Non. Il avait pas tort. Surtout avec le recul. Surtout avec le recul. Et ça, c'est la première chose que je lui ai dit. J'ai dit, Jesse, je me rappelle très bien de ces moments-là. Et c'était un message important. J'ai appris beaucoup de ça, mais beaucoup, en faisant des erreurs. Alors, en parlant de tout ça, Jesse, à la fin, c'était différent. Pourquoi? Parce que oui, dans le poste que j'avais comme directeur sportif, tu sais, c'est pour ça que je me dis toujours, est-ce que j'étais vraiment un directeur sportif ou quelqu'un du club, all right, qui aidait le club à continuer à grandir? Pourquoi? Parce que ce moment-là, avec Jesse, même quand la décision était prise, si moi je regarde mon poste, OK, et je me protège, je me dis non, Jesse reste. Parce que le message était d'être compétitif. Ouais. Et on était compétitif. Alors, pour sauver mon poste, Le gars fait la job. le gars fait la job, il reste. Ce qui veut dire que moi, comme directeur sportif, si je suis jugé sur le sportif, il faut que tout le monde À reste. 100%. Parce que regarde aussi Charlie Baum. C'était la même chose. Il a fait les séries. Puis c'était dans son contrat que c'était garanti. pour L'objectif Ouais. était de faire les séries. Alors, Olivier, pour moi, les choses que ça devient difficile des fois, c'est que si avec les Ultras, tous les problèmes qu'on a eus au niveau de eux, de se ressentir envers moi, et oui, ça fait mal. Mais je les comprenais. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, tu sais, ils ne savent pas tous les détails au niveau de... Parce qu'à la fin, tu sais, moi, je me rappelle des signes qu'ils mettaient, 3 coachs, 3 années, une DeSantis. Mais à la fin aussi, tu sais, si j'étais un directeur sportif où c'était moi que je prenais cette décision et je me disais, pour sauver mon poste... À Philadelphie, mettons. Si t'enlèves ton historique avec le club, t'es juste un directeur sportif à Columbus, à Philadelphie. Et Jesse, il part pas. Charlie Baum, il part pas. Tu comprends? Mais Marco Chalibom, là, il y a quelque chose qui était cassé depuis longtemps, quand même, parce que je me souviens, ça avait été un début de saison phénoménal. Ouais. Vous étiez allé, on en parlait avec Fred la semaine dernière, vous étiez allé sur la route battre Seattle, battre LA, si je me trompe pas, mais à la fin de l'année, Ouais. c'est comme s'il y avait un paquet de chefs dans Oui. la cuisine, Oui. mais Oui. il y avait personne Oui. pour... Cette année-là, c'est dommage parce qu'on était premier au classement général Ah oui, après En juin, plus mai. que la moitié de la saison. tant que ça. Oui. Et là, nous, on avait quand même des joueurs importants Ah ouais. à cette Nesta année-là. était Oui, là. les Nesta, Di Vaio, Ferrari. Il y avait quand même des joueurs de haut niveau. Et là, tu sais, Marco, c'était un entraîneur où il avait son modèle de jeu, il avait ses entraînements. Et c'est comme tout le monde, parce qu'on était premier, voulait plus. Hmm. On veut plus. On veut plus de la tactique. On veut plus de ça. On veut plus de là. Et quand même, il a commencé à ressentir ça. De la part du club? De la part du club, de la part des joueurs. Il a commencé à ressentir un peu cette pression. Moi, de rester au top. de rester au top. Et je me rappelle très bien aussi dans ma position, et j'étais très proche de Marco, mais très proche. Hein? On dînait ensemble presque à chaque jour. Si on parlait de l'équipe. T'as pas Et- commencé à fumer toujours? Non. Mais je lui disais toujours, Marco,
qu'est-ce qui est important, c'est que lui, il avait sa philosophie et sa manière de jouer. Et il ne connaissait pas beaucoup les autres joueurs des autres équipes. Et moi, je lui disais toujours, Marco, c'est important que tu commences à connaître les autres équipes, tu sais, les joueurs clés, parce que quand tu es dans les meetings avec tes propres joueurs, et lui, il me regardait, il me disait, Nick, mais vraiment, on est premier là. Ouais. Mais c'était pas arrogant. Non, mais c'était une discussion vraie où il disait, Nick, don't worry, fais-toi-en pas. Alors, moi, j'étais proche aussi avec son agent et je lui disais à son agent, regarde. Surtout en MLS avec la parité, ce qui monte descend très Alors, vite. toutes ces petites choses-là, tu sais, à un certain point, quand les choses ont commencé à un peu dérailler, là, on mettait un peu plus de pression, les joueurs aussi. Et là, on voyait que he was out of his comfort zone. Tu sais? Et c'était pas bien de notre part. Pourquoi? Parce que c'était un entraîneur qui était premier et il se sentait bien. Tu le sais comme un joueur, quand tu te sens confiant, you know? Et dès que tu commences à perdre un peu de confiance, les choses vont moins bien. Et c'est ça qui s'est passé avec Marco. J'étais là au match à Houston. Premier match de série. Qui décide que Nelson Rivas va jouer? Ça faisait 13 mois qu'il n'avait pas joué. Non, ça c'est l'entraîneur. Marco Chalibom a roulé ces dés-là, puis a décidé de le faire jouer en Mais regarde, playoff? C'est une décision où... Maintenant, je me rappelle pas si on avait des blessures et tout ça, mais je pense pas que... Ce match-là, Olivier, je pense pas qu'on avait une chance. Même sans Nelson, avec Nelson... la tendance de la saison était très négative là, à ce parce stade-là. Parce qu'on est arrivé ce match-là à un point où c'était compliqué. Tu as vu, on a eu la frustration, deux cartons rouges, il y avait tellement de frustration. Divayo et Alors, Romero. dès que quelque chose n'est pas allé, boum, ça a éclaté. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sac d'affaires que... It was ready to explode. Il y avait du bagage. Tu parlais tout à l'heure de Jesse Marsh, son arrivée. Avec le recul, Ali Gerba avait un contrat garanti pour 2012. Il y a Nevio Pizzolito qui a fait le camp. Toi, tu avais une relation très, très proche avec Nevio. Eddie Sebrango a fait le camp, a d'abord pas été choisi et revenu par la suite. Avec le recul, si tu avais eu plus d'expérience, penses-tu que tu aurais gardé un petit peu plus de gars de la place, sachant que ceux qui s'en venaient à leur place, qui avaient déjà de l'expérience MLS, n'étaient peut-être pas 3 coches au-dessus? Oui. Alors, ça, c'est une autre situation où, je pense, l'inexpérience des deux côtés. Il faut comprendre que quand Jesse est venu, il avait quand même carte blanche au niveau des décisions des joueurs. Et là, c'est pour ça que, en se connaissant pendant la saison, mais moi, ça m'a fait beaucoup mal parce que, comme tu as dit, moi, j'avais vu les joueurs qui sont venus dans les camps d'entraînement, qu'il avait amenés. Et ce n'étaient pas des joueurs où tu dis Nevio Pizzolito, des Sebrango, ou Ali Gerba, ou même Dave Testo, Leonardo Di Lorenzo. Ça, c'est tous des joueurs que, pour moi, ils avaient quand même une place là. Et ça m'a fait mal parce que ça causait aussi un peu de friction avec moi personnellement, avec ces joueurs. Et toi, été rétabli parce qu'on a eu des bonnes discussions. Mais ça, c'était un moment aussi, avec les mois qui sont passés, c'est pour ça qu'on s'est mis dans une position de dire, mais regarde, nous quand même, on a quand même une bonne idée de qu'est-ce qu'on veut et le niveau qu'on est et les joueurs qu'on avait. Alors, c'est comme il y avait un conflit de philosophie. Et là, si les choses, ils étaient un peu plus amères. Et là, on a eu aussi des bonnes discussions avec Jesse parce que c'était pas clair les positions qu'on avait, c'était pas clair. Et là, pendant les mois qui sont passés, c'est devenu un peu plus clair. Toi, tu l'as vécu comment de l'intérieur? Parce que
je veux pas dire que c'était un running gag pour nous de l'extérieur, mais je t'en parlais tout à l'heure, ton titre a changé tellement souvent. À un moment donné, tu étais rendu vice-président aux affaires internationales, si je me trompe pas. Tiens, je vais te poser la question autrement. À tout moment, si j'étais allé te demander, Nick, c'est quoi ton titre officiel pour le club, l'aurais-tu? Ça aurait été compliqué. Parce que même aujourd'hui, c'est difficile à mettre cette... Parce que tu as été directeur sportif, directeur technique, vice-président des affaires étrangères, pas des affaires étrangères, je t'envoie au gouvernement fédéral, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Pour toi, est-ce qu'à l'interne, c'était toujours assez clair ce que tu faisais, mais que pour le public, on positionnait ton poste? Ou est-ce que même toi, des fois, tu te grattais la tête et tu disais, mais c'est quoi mon poste exactement? Jusqu'à un certain point, je savais c'était quoi mon poste. Jusqu'à un certain point. Oui, jusqu'à un certain point. Pourquoi? Parce que, comment on dit ça? Je ressentais la confiance de Joey, mais je savais aussi que je prenais pas les décisions finales. Mais je savais qu'est-ce que je faisais, parce qu'à la fin, pour moi, c'était de vendre le club. De vendre le club aux joueurs, aux agents, à différents clubs. Quand on partait en Italie aussi avec Joey à Bologne, tout de suite, eux, ils comprenaient qui on était ici comme club, parce que à la fin, c'était moi qui touchais ça avec Joey, mais j'étais le vendeur du club. Et c'est pour ça que aujourd'hui, ça me fait mal d'une certaine manière où j'étais pas jamais capable de parler aux médias. Pendant plusieurs années à la fin. Pendant plusieurs années. Combien de temps? 4 ans? Oui. Plus que ça, je pense aussi. À partir de 2014. Oui. Et là, c'est devenu compliqué parce que, je pense avec mes expériences et je pense mon côté humain de transmettre avec d'autres mondes. Pour moi, de parler aux médias ou de parler aux fans, et de m'expliquer et d'être plus clair, de clarifier, pour moi, ça aurait été facile. Ça aurait été facile. T'avais pas le droit? Regarde, c'était où... Je pense que... Je sais pas. Je pense que, d'une façon, ils voulaient me protéger, mais je savais que ça me protégeait pas de cette manière. Parce que I'm a big boy et je savais comment me vendre et je savais qu'est-ce que je faisais et ça aurait été mieux de clarifier, au moins le monde de comprendre que je pense qu'une personne comme moi dans le club, chaque club a besoin de ça. Et j'étais déjà dans une position, je voulais pas être le gars qui prenne les décisions finales parce que j'avais compris des différents postes. Mais je savais encore que j'étais capable de faire des choses pour le club, pour continuer à faire grandir le club. Et même quand d'autres mondes rentraient, regarde avec Rémi Garde. Rémi Garde, ça m'a pris 1 an, mais je le savais. C'était normal. Rémi Garde rentre dans l'équipe. Il sait que mon beau-frère était l'entraîneur avant lui. Monroe. Mais c'est normal qu'il va penser, je dois faire attention à lui. Et moi, je le savais. Et moi, j'ai dit, regarde, moi, je vais bâtir cette confiance avec Rémi. Avec le temps. Avec le temps. Et après 1 an, c'était lui, Rémi, qui est allé au président. Il a dit, j'ai besoin de Nick autour du vestiaire, autour de moi. Mais j'avais bâti cette relation avec eux. Et je comprenais tout ce qu'il pensait. Et j'étais d'accord avec lui. Et à la fin, aujourd'hui, avec Rémi, j'ai une excellente relation. Tu parles de relations, c'est un mot qui revient beaucoup, de bâtir des relations humaines. Tu as longtemps, puis je serais curieux de sonder les gens dans le milieu du soccer au Québec. Peut-être encore, tu es associé à Joey. C'est Joey et Nick, c'est DeSantis Saputo, parce que vous avez commencé le club ensemble jusqu'à ce que tu le quittes. Est-ce que tu as une relation encore avec Joey? Est-ce que vous parlez encore? Ça ressemblait quoi? À quoi? À ton départ? Est-ce que ça s'est effrité aussi avec le temps? Mais je pense que, d'un côté, c'est normal parce que côté sportif, business, je pense que tu vois avec beaucoup de choses et c'est normal. Regarde, ça, c'est la chose, Moi, je dois beaucoup à Joey parce que il m'a
donné cette opportunité. Joey, pendant beaucoup d'années, il a eu beaucoup de confiance en moi. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que je comprends, je vais comprendre toute ma vie. Aujourd'hui, est-ce que j'ai une relation avec? Non. Quand je suis parti, la chose qui me fait la plus mal, c'est que il n'y avait pas de discussion où on s'est serré la main. Pas de revoir, Pas pas vraiment. d'adieu. Alors, mais, tu sais, il y avait Kevin Gilmore comme président. Alors, j'étais avec lui. La dynamique avait beaucoup changé au club. La dynamique avait beaucoup changé. Alors, je comprends ces choses-là. Mais aujourd'hui, comme je t'ai dit, pour moi, c'est plutôt ça. Parce que moi, j'avais des discussions avec Joey tout le temps. De dire un jour... J'en ai entendu quelques-unes, je te confirme. Oui, non, mais les discussions de se dire aussi un jour, Joey, tu le sais qu'on va aller dans différentes directions. Ça a toujours été clair? Pour moi, c'était clair que, tu sais, tout a une fin. Je crois beaucoup dans ça. Et je lui disais toujours, tu sais, moi, la dernière chose que je veux, c'est qu'on ne peut pas se regarder dans les yeux, là. Mhm. Et c'est ça qui me fait mal le plus. Mauro, tu as parlé de la présence de ton beau-frère. Pour ceux qui ne le savent pas, tu es le beau-frère de Mauro Biello. Cette dynamique-là, à partir du moment où il devient coach, sachant que tu connais le club, Mauro est un grand garçon aussi, savait que la durée de vie d'un entraîneur à Montréal, on s'entend que ce n'est pas une moyenne de 12 ans. Mais pour toi et ta relation personnelle avec lui, est-ce que ça t'a un peu inquiété le jour où il est devenu coach? Non. Non, parce que, tu sais, on a grandi ensemble, même comme joueurs. Ah ouais. Et, tu sais, à la fin, on comprenait que this is the business. Tu sais, il y a le côté famille et il y a le côté business. Et Mauro, plus que moi, parce que Mauro, quand on parle de thick skin, Mhm. tu sais, avec tout qu'il est passé à travers, avec tout, même comme joueur, jeune joueur, ou tu sais, c'était un bon joueur, il jouait pas. Tu sais, ça l'a fait grandir mentalement. Il est tellement fort mentalement que pour moi, c'est comme ça me rassurait plus parce qu'il était plus fort que moi mentalement. Ah ouais? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Et ça, c'est des choses que, tu sais, quand il était entraîneur, ça ne me dérangeait pas parce que je sais qu'il voulait le faire, je sais qu'il était capable de le faire, et je sais que le jour qu'il a été mis dehors, il prend comme un grand garçon, là. La manière... Alors, ça n'a jamais affecté notre relation. Jamais. Mais jamais. Et on a eu des discussions difficiles. Ouais. Mais ça, c'est dans le bureau, là. Tu sais, c'était pas à la maison. C'est pas à Noël. Non. La manière avec laquelle Mauro a été remercié, par contre, moi, c'est un des trucs que j'ai le plus de difficulté à vivre comme gars qui a plein de casquettes, celui d'analyste, celui de fan, celui de gars qui a travaillé au club, parce que amener Rémi Garde, surtout avec son statut, on parlait d'entraîneur désigné, ça c'était avant Thierry Henry, sur papier, on pouvait comprendre. Après, il y a ce feeling-là qu'un gars a été garoché en dessous de l'autobus quand en 2017, il n'a pas eu les moyens. Ce moment-là, tu le vis comment? Quand Mauro est en train d'être remercié, puis essentiellement, on dit, ben, c'est un peu de sa faute, c'est lui, puis on to the next one, sans vraiment avoir l'égard que je pense qu'on aurait dû avoir pour une légende du club, là, pas juste un coach qu'on remercie. Encore une fois, c'est la façon de faire. Et c'était triste, mais encore une fois, c'était quelque chose où tu te l'attends de cette manière. C'est inévitable. C'est comme inévitable. Et tu te prépares. Et à la fin, c'est comme on était des soldats de l'Impact de Montréal. Et on vivait d'une certaine manière et c'était normal pour nous. OK? Et à la fin, encore une fois, comment je peux dire ça? C'est même pas négatif. Pourquoi? Parce que, tu
sais, dès la première, comme joueur, comme entraîneur, tu sais, il y a toujours l'aspect où le monde ne sait pas que, tu sais, on était toujours bien traités au niveau de tout. Mhm. Tu sais, cette confiance que Joey avait en nous, il y avait tellement de bonnes choses. Mais il y a cet aspect-là où, tu sais, on le savait. Et je pense, tu sais, à la fin, Wilfred, comment lui, il est parti, c'est Mhm. que, tu sais, c'était une autre génération. C'est comme, tu sais, de dire non, j'accepte pas ça. Ouais. Tu sais, Il n'y en a pas beaucoup qui avaient le luxe de faire ça. Non. Mais c'est pas qu'on n'avait pas le luxe. C'est que, OK, you know, it Tu vis- happened. ouais. You know, tu vis avec. Tu comprends? Parce que tu es habitué, puis c'est la dynamique depuis toujours aussi. Oui. Parce que aussi, Olivier, il faut comprendre que moi, j'étais habitué aussi que Joey et moi, on se parle ou on se parle en groupe. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Let's go. Mhm. Il y avait les côtés ça aussi. Ah ouais. Où, Les bons côtés qui ah, m'avaient. il y avait tellement de bons côtés. Mais tellement de bons côtés. Tu sais, c'est juste difficile des fois à comprendre comment gérer tout. C'est comme une famille. Oui, d'un côté, oui. C'est pour ça que tu sais, c'est difficile à parler négative de ces moments-là Mhm. parce que c'est comme nous, on faisait partie de cette climat, tu sais, on a grandi avec ça. Ouais. Et il y avait tellement de bonnes choses qu'on a grandi avec. Un de ceux qui a vécu toutes ces montagnes russes-là, puis qui les vivait à fond, c'est un gars pour qui tu as été un mentor, un gars que j'ai côtoyé, qui était dans le staff de Monroe aussi à ce moment-là, qui est revenu au club par la suite, euh, qui a gagné le championnat canadien en 2021. Will l'avait ramené dans le staff. C'est Jason DiTullio, Oui. qui malheureusement nous a quittés depuis. Il nous a quittés, mais en même temps, il a réussi à amener un nouveau mot dans le vocabulaire, pas juste d'un club, j'ai l'impression d'une province au grand Oui. complet, avec sa grinta. Quand je te parle de Jason, premier souvenir, première chose qui te vient en tête, c'est quoi? Passion. Intensité. Si quelqu'un a passé une soirée dans sa vie avec Jason, là, je te confirme que c'était pas juste sur le terrain. Dire qu'il vivait les choses à fond, est-ce que son départ remet des choses en perspective aussi? Lui, il représentait l'impact. Il avait pris ses photos de mariage au stade. Je pense que il n'y a pas plus tatoué sur le cœur que ça. Pardon. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est difficile. Tous ceux qu'on voulait être comme Impact, c'était Jason. Mm. Je présume que de voir. Puis, je sais pas c'est quoi le détail des conversations que Jason a eues, mais Jason connaissait bien la maison, est allé avoir des conversations tough, qui éventuellement, ça c'était à son départ, en 2017, est revenu par la suite. Je pense que Patrick Leduc a joué un rôle quand même important là-dedans aussi. De voir qu'il y a eu la possibilité de boucler la boucle, c'est quand même... Ça a mis une belle fin sur une fin beaucoup trop hâtive, on s'entend, mais qu'il y ait eu la possibilité de partir comme membre du CF Montréal, Impact de Montréal. Je présume que pour toi qui étais proche de lui, ça fait du bien aussi. Oui, oui, parce que, tu sais, à la fin, comme philosophie, comme club, qui on voulait être, Jason, c'était le gars parfait de ça. Il aimait ça. Et après, il le transmettait aux jeunes. Aussi. Tu sais, c'est les jeunes qui connaissent la grinta. C'est vrai. Et c'est pour ça, des fois, tu penses tout qui a été bâti,
à travers des personnes que c'était dans eux. Mhm. Tu sais, c'est comme aujourd'hui de l'extérieur, c'est comme c'est parti. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi c'est parti ça? Tu sais, il y avait tellement de travail qui a été fait derrière. Et des fois, c'est pour ça que aujourd'hui, je me mets dans une position, et je l'ai dit dès que je suis parti de l'Impact, c'était de redonner au monde ici, d'essayer de redonner. Pourquoi? Parce que des fois, on pense toujours qu'à l'extérieur, c'est meilleur. Et on a des bons exemples du monde que de l'intérieur, locaux, qui ont fait carrière, qui ont les qualifications. Et tout le monde que je pense qui sont partis d'ici, les Wilfried, tout en dessous de Wilfried, et le top de Wilfried, c'était Philippe Lafroy. Ouais. Philippe Lafroy qui a bâti toute cette structure académie. Et moi, je suis fier. Pourquoi? C'est pas moi qui a bâti l'académie, mais c'est moi qui a choisi Philippe. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que je suis fier de faire parce que moi, j'avais aucune idée de comment bâtir une académie. Et j'avais cette responsabilité-là quand j'étais directeur sportif. On s'en allait dans différentes directions. Ah ouais. Et il y avait avant tout Joey qui était prêt à bâtir une académie. Mhm. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il y avait tellement de bonnes choses. Et Philippe, pour moi, aujourd'hui, il peut travailler dans n'importe quel club dans le monde, au plus haut niveau. Et on avait la preuve avec le groupe qui est venu, qui ont fait des évaluations à travers toute la MLS. Je ne me rappelle pas le nom, c'était un groupe de la Belgique. Ouais. Et on était 3e en MLS au niveau d'académie. C'était un recensement, là. C'était une étude, dans le fond, pour classer en fonction du travail qui était fait, des ressources disponibles, des résultats des académies, de classer toutes les académies de MLS. Et quand tu vois ça et le travail qui a été fait, mais non pas seulement au niveau de qualification, au niveau de mettre des modèles, des philosophes, mais au niveau de qui on était comme club. Et Philippe, parce que Philippe, il le ressentait de nous, et Philippe, il le transmettait dans l'académie. Et tout ce monde-là, pas seulement leur qualification, mais leur passion envers le club était incroyable. Et je pense que Jason, à la fin, il représente vraiment, parce que même comme joueur, c'était un gars qui était attaché au logo, qui était attaché à l'équipe et qu'il devait faire tout pour que l'équipe gagne. Et ça, c'était quelque chose qui a été transmis et il le transmettait envers les jeunes. Moi, j'écoutais une couple de ces messages avant une finale et tout ça. C'est touchant. C'est ça que les joueurs ils ont besoin dans ces moments-là. Et il représentait tout ce qu'on voulait être. Quand tu as quitté le club, Nick, en 2019, puis on va se quitter là-dessus, tu faisais aussi un choix de laisser ta famille professionnelle pour donner plus d'attention, de temps à ta famille tout court, à la maison, même si Mauro, lui, était encore dans l'univers pro. À ce moment-là, je me souviens avoir une discussion avec toi. Ta femme avait plusieurs projets. Tu voulais lui donner un petit peu plus d'espace pour vivre ce qu'elle avait à vivre plutôt que de vivre en fonction de l'horaire de l'Impact de Montréal ou du CF Montréal. Il y a tes enfants qui... ils ont quel âge en ce moment? Ma fille 18 et mon fils 14. Oh boy! Oui. Là, je suis rendu à dire ce que mes parents disaient dans le temps. Commence à être un petit peu plus vieux qu'on était. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ça? De laisser quelque chose qui était si intense, qui a marqué essentiellement ta vie au complet jusque-là, mais pour faire plus de place à ceux qui sont proches de toi à la maison? Oui, et ça m'a donné plus de clarité en qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime, et j'aime encore beaucoup. Le soccer, c'est ma vie, mais ma vie au niveau amateur, ma vie au niveau professionnel aussi, parce que j'ai des contacts encore partout. J'aime que je peux continuer à suivre le soccer du plus haut niveau avec les relations, soit avec Mauro, avec l'équipe nationale, Jesse,
les ex-joueurs avec Nesta qui est entraîneur de moi. Alors, je vis encore, parce que ça me faisait peur, c'est de ne pas être à date avec où on est dans le soccer aujourd'hui. Parce qu'on peut vite tirer de l'arrière. Là. Oui, vite, vite. Et ça, je suis très content. Et je continue à aider au niveau amateur avec, comme j'ai dit, moi, si je peux aider un entraîneur, un joueur, un dirigeant dans le niveau amateur, parce que crois-moi qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de monde dans le niveau amateur qui ont les qualifications, ouais. Ils ont juste besoin d'une opportunité. Et si je peux aider dans n'importe quelle façon à aider ce monde à faire ça, parce que moi j'ai eu une opportunité, j'étais capable de faire 35 ans de ma vie dans ma propre ville, pour moi c'est quand même un projet et un objectif que j'aimerais faire. Et après, aujourd'hui, en étant consultant, j'ai les idées plus claires. Je vis maintenant avec l'équipe de féminin ici à Montréal comme consultant et j'aime ça beaucoup parce que toutes les expériences que j'ai vécues, toutes les erreurs que j'ai faites et tout ce que je peux amener envers un nouveau club qui part de zéro, j'essaie de leur donner mes opinions dans la meilleure manière possible avec une idée claire. Le meilleur conseil que tu peux donner à un club ou à une personne pour qui tu es consultant, ce serait quoi? Passion, travail et être humble. Qui représentait ça dans tous ceux que tu as recrutés? Tu parlais de Jason tout à l'heure, mais si j'ai l'impression que tu me parles de Mauro. Oui. C'est pour ça que ça a fonctionné à Montréal? Oui. Oui. Quand j'ai dit qu'on allait terminer là-dessus, mais quand Mauro s'est retrouvé in limbo avec l'équipe nationale, moi, ça m'a beaucoup irrité. Qu'on ait choisi Jesse, finalement, je comprends. Puis je pense que le programme national était peut-être rendu à avoir un gars comme Jesse. Je trouvais ça inacceptable qu'on reconduise un intérim de Mauro comme si prendre quelqu'un d'autre par intérim au lieu de Mauro par intérim était même une option. Je présume que vous avez discuté à ce moment-là. On n'a pas besoin d'avoir accès à vos discussions privées, mais pour toi, comme ex-coéquipier, comme ex-collègue, comme beau-frère, tu l'as vécu comment cette période-là? Encore une fois, moi, c'est la business, puis c'est la vie. It's the business, et je pense toujours à Mauro qu'il est tellement fort mentalement, il connaît la business. Tu sais, on ne sait pas les discussions qu'ils ont avec les dirigeants et la Fédération canadienne. All right? Pour moi, c'était les discours que j'ai eus avec Mauro, c'est que, regarde Mauro, tu as une autre opportunité d'aller à la Coupe du Monde, ici, en Amérique du Nord. Et tu vas le faire de nouveau. Okay? En étant que Jesse l'aurait pris et tout. Mauro, est-ce que lui, il est capable d'être un entraîneur-chef dans un haut niveau à 100%? Mais aujourd'hui, Mauro, il accepte, s'il acceptait ce rôle d'adjoint de nouveau, c'est qu'il va le faire de la meilleure façon possible. Il ne le fait pas jamais avec une intention « Oh, je veux être entraîneur ». Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est la chose la plus importante dans le monde professionnel. C'est la personne à côté de toi, si tu peux te fier dedans, et si cette personne-là, il fait tout dans ses capacités et ses qualifications pour le bien de l'équipe. Et ça, c'est Mauro. Et si je t'avais dit, quand tu as vu Mauro, il y avait quel âge Mauro la première fois que tu l'as vu sur un terrain? 15 ans, 16 ans? Je pense que oui. Et si je t'avais dit, il va faire 2 Coupes du Monde de suite comme entraîneur adjoint avec le Canada, tu m'aurais dit quoi? Non, c'est fou. Non, jamais, jamais, jamais dans la vie, parce que tu sais, c'était un petit gars, un petit gars de la rue. Il est toujours pas très grand. Non, il est pas très grand, mais au niveau de sa mentalité, c'est une force incroyable. Je vais toujours me rappeler, puis là, on va finir là-dessus, quand la première année de la MLS, moi, je travaillais. Tu disais tout à l'heure que tu étais fier d'avoir embauché Philippe Lafroy. Moi, je suis reconnaissant que tu l'aies embauché parce qu'il m'a amené par la suite. Donc, ça m'a permis de vivre l'expérience de l'Impact de Montréal aussi. Mais Mauro était rentré, puis c'est là que j'ai compris à quel point c'est un compétiteur.
c'était les tests avec le bench press, puis les trucs comme ça avec pas Roethlisberger, comment il s'appelait le préparateur physique de Jesse? Oh my God! Il était jacked, là. C'était un gars qui avait plus l'air d'un gars de CrossFit Oui. que... Oh man! En tout cas, ça te reviendra peut-être. Était... Non, c'était vraiment un gars. Oui. C'était pas un Paolo Paccione, je te confirme. Mais Mauro était revenu dans les bureaux, puis il nous avait dit « Still got it ». Là, on était comme, de quoi il parle? Il dit livre pour livre, puis il était coach. J'imagine, hein? Il dit livre pour livre, c'est encore moi qui bench le plus de tous ces joueurs-là. Puis j'avais fait OK, parce que moi, j'ai jamais connu Mauro comme ça. J'avais pas cette relation-là, puis je me suis dit OK, entre les deux oreilles, puis dans sa volonté de compétitionner, c'est un gars qui est vraiment spécial. Je te laisse avec une anecdote Vas-y. aussi. C'est que Mauro, en 93, ça commençait. Lui, c'était un ailier droit. Marco Rizzi, latéral gauche. Et pendant les entraînements, Marco lui disait, Mauro, je te dis maintenant, si tu commences à courir, comme tu cours, je te tue. Et Mauro, il disait, mais Marco, ça c'est ma finale. Ça c'est ma finale. Toi, tu joues dans les matchs. Moi, je dois montrer à l'entraîneur parce que je veux des minutes. Et ça, c'était sa mentalité. Mauro, les entraînements, c'était un match de finale pour lui, pour qu'il aille des minutes. Et c'était toujours sa mentalité. C'était jamais, oh, moi, je mérite de jouer parce que jamais. C'est qu'est-ce que je vais faire pour que j'aille des minutes sur le terrain. Mentalité. Ouais. Ça s'est transposé comme coach par la suite. Nick DeSantis, toujours un plaisir de jaser avec toi. Merci d'être passé. Merci, Olivier.